Voilà, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Euh, pour celles et ceux qui ne suivaient pas le cours jusqu'à maintenant, ils seront peut-être un peu surpris parce que le programme reste fixe, mais le menu, en fait, prend du retard. Je traiterai bien tout ça, mais probablement sur les 2 années, comme je l'ai annoncé, et je prends un peu de retard. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui est en bleu ici. Après avoir introduit la séance par des éléments supplémentaires sur ce qui avait été traité la semaine dernière, parce que, comme certains de mes collègues, je reçois, ou comme beaucoup de mes collègues, je reçois évidemment des réactions, soit dans la salle après le cours, soit sur Internet. Encore ce matin, j'en avais une de Suisse, d'une auditrice fidèle que je salue de loin. Et évidemment, le cours ne se prête pas facilement à l'interaction et il y a en plus des raisons que m'a rappelé Francisco Valderrama qui sont des raisons de droit. Si vous êtes filmé pendant que vous posez une question, il faut demander votre autorisation pour être enregistré, etc. etc. Donc c'est une mécanique absolument impossible. Je pense qu'au bout de 2 heures, la plupart d'entre vous, et moi y compris, est un peu épuisé ou avez d'autres choses à faire. Donc, mais cela dit, les questions sont là, elles existent. Et sur un sujet comme l'éducation, évidemment, il y a beaucoup de raisons de poser des questions. En tant que, par exemple, enseignant, parmi vous, il y a des enseignants ou des futurs enseignants ou des anciens enseignants, mais aussi parce qu'il y a évidemment les parents. Et puis il y a des acteurs du système éducatif, je ne sais pas qui me regarde de loin, etc. etc. Donc les questions sont très nombreuses et j'en ai reçu. Et ce matin, je vais commencer par évoquer ces éléments de réponse ou de témoignages que j'ai reçus pour prolonger un peu et donner tout de même un peu de substance d'interaction à ce cours qui est évidemment pour l'essentiel un monologue, mais en fait un vrai dialogue avec la matière scientifique et puis avec, comme disent les sociologues, la capacité de se mettre à la place d'autrui. Et c'est un exercice essentiel à la fois pour chacun d'entre nous et aussi dans mon métier, de savoir se mettre à la place d'autrui. Et donc, récemment, à la fin de la dernière séance, puisqu'il était question de redoublement, évidemment, les avis sont très très différents. Ils sont partagés, mais là, j'avais un témoignage notamment d'une professeure de mathématiques. 2 même sont venus me voir, de mathématiques. Bon. Et l'une d'entre elles m'a écrit ensuite et pour évoquer un certain nombre de mécanismes qui agissent soit pour, soit contre le redoublement. Comme mécanisme qui agit contre le redoublement, c'est par exemple la position des chefs d'établissement. Une décision collective, elle implique plusieurs parties prenantes et les chefs d'établissement peuvent agir à la fois pour respecter la décision de la concertation collective, la délibération collective, mais aussi peuvent faire pencher la balance pour dire ça va abîmer mes statistiques ou alors je ne veux pas me fâcher avec les parents si les parents le refusent. Et les parents, comme je l'ai dit la semaine dernière, ont une capacité de manœuvre variable selon toutes sortes de critères. Le témoignage évidemment de cette professeure de mathématiques qui se reconnaîtra peut-être dans la salle, mais je ne vais pas citer les noms parce que ce serait encore une fois peut-être ne pas respecter le pacte, m'a écrit que l'attitude évidemment des chefs d'établissement peut aller à un moment donné, quand on veut faire pencher la balance, plutôt dans le sens du passage. Elle me dit, un gamin, elle m'écrit à propos d'un élève de seconde qui finit avec une moyenne de 7, le proviseur me demande si cet élève pourra suivre en première S. Et évidemment, la professeure est un peu décontenancée parce qu'elle se dit ça n'est pas possible, ou alors les notes n'ont strictement plus aucun sens. Et en fait, le but, c'était de... Alors elle répond, il ne suivait déjà pas en seconde et vous voulez tout de même le faire passer en première. Et donc... je ne connais pas la fin de l'histoire, mais voilà le genre de questions et de délibérations. Et
probablement le proviseur insistait pour le passage, et l'inspection peut agir aussi dans un sens ou un autre. Les syndicats sont plutôt favorables à la suppression du redoublement. J'ai là un témoignage ou une lettre, un texte publié dans SGEN et CFDT, le syndicat CFDT de l'éducation nationale, qui s'en prend à l'argument de l'ex-ministre de l'Éducation, qui est maintenant Premier ministre, Gabriel Attal, et dont le titre du papier en question s'intitule, le titre est « Le bon sens n'existe pas dans ce ministère », à propos du ministère de l'Éducation nationale. Et il s'en prend violemment, ou assez violemment, au redoublement, à l'hypothèse d'un retour du redoublement, comme je l'ai dit. Donc, les parties prenantes ont des attitudes qui peuvent être évidemment très, très contradictoires. Et la pratique elle-même du redoublement est très, très variable, comme je l'ai dit, selon les pays. Un autre témoignage, mais que je vais peut-être citer parce que Manon Laurent fait partie du collège cette année comme ingénieur-chercheur auprès de ma chaire, m'écrit à propos de la Chine, puisqu'elle travaille beaucoup sur la Chine, que le phénomène du redoublement est extrêmement réduit en Chine et qu'il est considéré comme délétère depuis les années 90 pour la modernisation du système éducatif en général, parce qu'il ne permettrait pas l'amélioration des résultats des élèves concernés. Quand vous êtes dans un système, vous avez des coordonnées d'évaluation et des coordonnées de conception des parcours qui sont celles qu'elles sont et qui ont été construites historiquement. Quand vous êtes dans un autre système, a fortiori un monde où, comme en Chine, l'élan à la fois économique et éducatif a été considérable, évidemment, vous pouvez agir autrement. Vous n'avez pas un système qui est peut-être enfermé dans une histoire multiséculaire, ou du moins qui a une capacité à la discontinuité. Et le témoignage ou le document que m'a transmis Manon Laurent concerne par exemple l'interdiction pure et simple du redoublement dans certaines provinces. Il y a d'ailleurs une hétérogénéité des pratiques dont j'ai donné un aperçu dans le cours précédent, une hétérogénéité des pratiques qui est absolument considérable. Et c'est toujours la même affaire. Quand vous placez le zoom et que vous descendez de la statistique vers les cas particuliers, vous observez évidemment l'hétérogénéité s'accroître à toute vitesse. Mais quand on regarde ces questions de redoublement, il faut aussi regarder la totalité de ce qui se passe. Et les programmes scolaires, par exemple en Chine, on s'éloigne de l'apprentissage par cœur, ou des contenus tournés vers les QCM, mais aussi, et c'est là que c'est toujours la subtilité de toutes ces affaires, et j'en ai donné un aperçu à propos des constructions de l'OCDE, il se trouve aussi qu'en Chine, on évalue les enseignants de manière assez sportive. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui visent à évaluer l'efficacité des enseignants, et aussi à la stimuler par des incitations monétaires, des salaires basés sur la performance, avec des parts variables dans la rémunération, des primes pour travail supplémentaire, des primes pour excellence, et même des primes attribuées dans des compétitions entre enseignants pour savoir qui est le meilleur. Donc vous voyez, les affaires ne sont pas très simples. Si vous dites ça, voilà, la Chine a interdit le redoublement, mais allez hop, on va y aller du côté de l'évaluation, vous allez certainement susciter un acte 2 ou 3 de papier de la CFDT et d'autres. Et puis, parmi les notes ou les témoignages que j'ai reçus, il y a celui de ma doctorante Colombe Saillard qui a fait des observations in situ dans un lycée hors de la région parisienne et qui m'a écrit un long texte qui reprend un certain nombre de ses observations in situ et qui montre à quel point le traitement de ces questions-là est extrêmement contingent à la position des acteurs. La directrice de l'établissement veut agir
souvent plutôt pour pousser dans le sens du redoublement, mais ne veut pas contrarier son équipe éducative. L'équipe éducative elle-même peut être divisée. Les professeurs n'ont pas tous enregistré le même niveau de l'élève dans leur matière respective. Et donc la moyenne, évidemment, va dire quelque chose, mais la différence entre les disciplines enseignées va en dire une autre. Et donc les attitudes peuvent varier beaucoup, c'est ce qui est observable. Et puis ensuite, il y a toujours ces décisions, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la corde raide, juste sous la moyenne ou juste qui est tangente, et donc comment est-ce qu'on va décider? Et là interviennent encore d'autres facteurs. Par exemple, si le redoublement est proche de la bifurcation par orientation, la seconde, à la fin de la troisième, évidemment, les familles peuvent demander le redoublement pour éviter une orientation défavorable. Et c'est un des points évidemment clés dans ces mécanismes qu'on connaît. Et puis aussi l'orientation, mais vers quelle, si c'est par exemple une orientation vers une formation en technologie, vers quel type de formation en technologie? Ça dépend aussi des places. Donc vous allez agir sur toutes sortes de leviers pour dire je vais faire une combinaison de critères, pas de redoublement, mais orientation recommandée vers une formation où il y a davantage de place ou qui est moins exigeante, etc., etc. Et tous ces facteurs-là s'additionnent les uns aux autres pour rendre évidemment le tableau en haut, le tableau macro-sociologique, il vous dit quelque chose, mais le tableau micro-sociologique vous montre toutes les régulations et toutes les délibérations qui doivent agir sur le destin des élèves et sans avoir une norme pure et parfaite, sauf évidemment si c'est l'interdiction radicale. Alors c'est un sujet tout de même. Et au fond, qu'est-ce qui apparaît dans ces discussions je ne vais pas aujourd'hui vous présenter la quantité très très importante de travaux qui ont cherché à évaluer l'efficacité de redoublement avec des méthodes économétriques assez sophistiquées, mais le travail de terrain dit une chose, l'économétrie en dit une autre. Et l'économétrie dit toujours, dans les travaux les meilleurs, en grosso modo, le redoublement peut avoir éventuellement une efficacité à court terme, notamment s'il est plus précoce, qu'il intervient assez tôt dans la carrière scolaire, en primaire ou en secondaire, mais s'il intervient tard, il sera plus néfaste. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, il n'a pas de bénéfice avéré à long terme. Mais encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, on ne fait pas d'expérience naturelle. On ne va pas mettre un individu et le faire vivre deux fois, une fois sous un régime de redoublement et une autre fois sous un régime de passage automatique. Donc l'économétrie dit des choses et les économètres se disputent entre eux pour régler les outils au mieux de leur source et de leur méthode. Et les méthodes prolifèrent. Mais on en reparlera plus tard, puisque, comme je vous l'ai dit, un des exposés du colloque du 6 juin sera consacré à la question du redoublement. En tout cas, ce qu'on peut dire pour clore, et en remerciant celles et ceux qui m'ont écrit et qui m'ont apporté leur témoignage, et en m'excusant d'être trop rapide dans cette présentation de cette matière qui est riche et qui est essentielle. Encore une fois, je ne serais pas sociologue si je ne tenais pas compte des variations d'échelle dans l'analyse. C'est un point absolument fondamental. Une des grandes différences entre la sociologie et l'économie, peut-être, c'est que la sociologie va recueillir des données. L'économie aime bien avoir des bases bien faites, elle est extraordinairement sophistiquée pour les traiter, et les bases sont plus nombreuses qu'avant, la matière d'information qui peut être mise en série et en données traitables statistiquement est considérable, et il y a des efforts sans arrêt dans ce sens-là, et c'est très bien, mais une des forces de la sociologie, c'est aussi de varier les échelles d'analyse et d'aller au plus près. Et voir comment les logiques des individus agissent. Ce qu'on peut dire pour clore cette séquence, c'est que je vais opposer deux régimes d'action. Dans un régime si je redis des choses que j'ai déjà dites, vous m'excuserez, mais c'est
pour clore ce point-là, dans un régime de certification des compétences acquises, au fond, l'évolution de la carrière scolaire, elle est conditionnée au degré de maîtrise des compétences qui sont observées pendant l'année, mesurées, notées, et dont le bilan est fait au terme d'une année. Et donc, évidemment, dans ce système-là, qui est le système que font fonctionner les enseignants, donc c'est leur point de vue d'une certaine manière, dans ce système, le redoublement est possible et pratiqué avec une intensité qui peut ne pas être négligeable, mais qui est très variable dans le temps, selon le niveau scolaire, primaire, secondaire, etc., et en fonction d'objectifs, et encore une fois en fonction de la délibération. On ne peut pas se défaire de l'idée que l'évaluation existe dans le système d'enseignement. C'est une information, elle a des modalités variables, mais elle hiérarchise les performances scolaires, évidemment, en fonction des notes et des tests. Et c'est le travail de l'enseignant. Et donc, inévitablement, la décision de redoublement, quand le redoublement existe, introduit une conception sélective de la carrière scolaire. On peut l'ajuster, la barre de sélection, encore une fois, de manière contingente, mais on a cet outil-là pour créer ou pour introduire de la discontinuité, comme je l'ai dit, dans les carrières scolaires. Et l'hypothèse sur laquelle repose, et c'est en ce sens le témoignage de beaucoup d'enseignants, l'hypothèse sur laquelle repose l'efficacité espérée du redoublement, c'est qu'évidemment l'élève devrait passer avec son établissement et ses enseignants, a priori, un contrat d'effort pendant l'année scolaire. S'il y a redoublement, ça veut dire qu'il doit y avoir effort pour l'éviter. Et que si échec il y a eu, c'est que, d'une certaine manière, le contrat d'effort n'avait pas fonctionné, pour toutes sortes de raisons. Et c'est évidemment là que les raisons s'engouffrent. L'effort n'est pas une sorte de décision pure et parfaite de l'individu, même jeune, pour dire je vais m'y coller. Évidemment, il y a des conditions sociales de l'effort qui sont très nombreuses. Le soutien familial, les conditions de logement, la motivation qui est liée au groupe des pairs, etc., les multiples possibilités de faire autre chose que de consacrer 15% de son temps à la scolarité, comme je l'ai dit, n'oubliez jamais ce détail, 15% du temps éveillé d'un jeune entre 5 et 18 ans, c'est l'éducation à l'école, et 85% c'est autre chose, donc tout s'engouffre là-dedans aussi, bien sûr. Et donc l'idée du redoublement, c'est que son efficacité permet de réactiver le contrat d'effort. Et c'est là qu'intervient évidemment un des problèmes les plus lourds, c'est est-ce que le redoublement va démotiver ou remotiver? Voilà. Et évidemment, les observations qu'on fait peuvent donner des résultats qui divergent beaucoup, mais ensuite les imputer strictement au mécanisme et pas à des conditions qui permettraient au mécanisme d'être efficace ou au contraire qui vont contrarier son efficacité, ça c'est un point clé et très très fortement controversé. Et donc, au bout du compte, on comprend que une forme d'incitation à l'effort qui est à la fois demandée aux élèves mais aussi aux parents, et vous allez comprendre à quel point les parents s'investissent, ça soit la justification principale du redoublement, notamment parce que tous les acteurs du système peuvent se coordonner sur ce contrat d'effort. Il y a... j'ai parlé avec... sympathie du reste, des publications syndicales. Il y a aussi, de la part de la CFDT, il y avait un lien dans le texte que j'ai cité, il y avait un lien avec une interview d'un dirigeant syndical des enseignants à Singapour. Singapour qui est, comme vous le savez, maintenant le modèle pur et parfait de l'enseignement qui obtient des résultats absolument extraordinaires. Notamment en mathématiques, puisque la mathématique, c'est plus facile à comparer que la maîtrise de la langue locale.
l'interview de ce responsable syndical, en gros, dit tout le monde se retrousse les manches. Les élèves bossent énormément. Ça peut avoir éventuellement quelques inconvénients en termes de ressenti, de pression psychique, etc., etc. Les enseignants travaillent énormément aussi. Et il y a une incitation, une coordination autour de cette intensité d'effort. Évidemment, les enseignants à Singapour sont en moyenne recrutés à des niveaux de formation plus élevés et on bénéficie par ailleurs aussi, mais j'y reviendrai, d'une formation continue qui est un point absolument fondamental et de méthodes pédagogiques dont on a souvent dit qu'elles avaient été construites à partir de presque rien en disant on va prendre les meilleures méthodes qu'on observe ailleurs que chez nous et on va les appliquer. Chez nous, si vous voulez rebooter le système, autrement dit le faire redémarrer à zéro, c'est une sorte de lubie que vous ne pourrez jamais appliquer parce que le système produit son histoire. Il est le produit d'une histoire et il produit sans arrêt son histoire. Et son histoire, c'est une histoire des controverses permanentes autour des questions d'éducation. Et chaque jour, vous en avez un lot considérable. Pour remettre tout ça d'équerre, on pourrait jouer à Singapour en disant on va tout remettre à plat et on va reconstruire complètement le système. Eh bien, bon courage. Donc, il ne faudrait pas un ministre, mais il faudrait une équipe, je sais pas, un départ collectif sur la Lune pour y arriver. Donc, le contrat d'effort, c'est une sorte de mécanisme énorme et très puissant parce qu'il contient à la fois l'effort instantané et l'effort à long terme. Si c'est une culture qui est implantée, elle est implantée pour produire des effets à long terme. Et j'avais donné des indications là-dessus en disant que les pays où l'orientation de l'effort à long terme est le plus présent sont les pays qui ont les résultats scolaires les plus élevés. Donc, autrement dit, je ne cherche pas la bonne note pour l'instant immédiat, mais je la cherche pour construire une carrière entière. La question se retourne si je dis qu'arrive-t-il quand le taux de redoublement est abaissé continuellement, comme je l'ai montré, et que la valeur incitative de la pratique sélective du redoublement disparaît? Et par quoi est-ce qu'on la remplace? Eh bien, est-ce que ça devient un monde scolaire sans incitation? Non, évidemment, les incitations, elles se logent encore dans les notes, dans la qualité du dossier scolaire de l'élève, surtout si le dossier devient une information qui est beaucoup plus directement utilisée dans toutes sortes d'épreuves d'orientation et de sélection qui s'ouvrent avec l'accès au lycée et aussi après avec l'accès à l'enseignement supérieur. Parcoursup, c'est plein de tout ça. Chercher à savoir comment les établissements les universitaires se comportent devant des dossiers. Ils vont récupérer beaucoup plus d'informations, sans doute, sur le parcours, le dossier scolaire des individus. Et ça ne suffira plus, la note, le bac, etc., etc. Il y a une... Donc, on va déplacer en quelque sorte l'épreuve sélective sur une masse d'informations qui sont de plus en plus disponibles et qui sont de plus en plus mises en ligne par les familles et les individus eux-mêmes. Donc, on n'a pas supprimé en quelque sorte le caractère de sélection qui existe dans un parcours scolaire en fonction d'un certain nombre de performances, quels que soient les facteurs qui agissent sur la performance. À un moment donné, il y a ces mécanismes-là. Et quand on a supprimé le redoublement, on n'a évidemment pas réglé la question de l'efficacité de l'action pédagogique. Est-ce que quand les élèves ne redoublent pas, ils deviennent meilleurs? C'est ce débat-là qui est permanent dans les travaux d'économétrie. Alors, un des points, c'est est-ce qu'il y a des moyens moins binaires pour régler la question? Et il y a toutes sortes de pratiques. Ce qui est étonnant dans la recherche quand on plonge dans la littérature, c'est des pays où on expérimente énormément de systèmes. J'ai beaucoup regardé la littérature américaine. Bon, c'est une sorte de biais d'analyse, mais elle est surabondante. L'éducation est un des grands points de construction de la démocratie américaine. Et même avant la démocratie, les plus grandes universités américaines datent du XVIe siècle ou XVIIe siècle. Et les États-Unis conservent encore un avantage énorme en termes de modèle d'enseignement supérieur.
Et pour ce qui est de l'enseignement secondaire et primaire, il y a, puisque ça n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire qui est extrêmement décentralisée par toutes sortes de mécanismes, il y a sans arrêt des expérimentations et donc sans arrêt des évaluations, des analyses pour dire tel système pourrait marcher, tel autre, etc. On les confronte, on essaie d'ajuster, et voilà. Et donc, évidemment, bon, je ne vais pas vous lire les choses, mais il y a notamment des textes d'une très, très bonne spécialiste de l'éducation qui s'appelle Linda Darling-Hammond, qui a dit quels seraient les bons remèdes, en quelque sorte, à partir de l'expérience qu'elle a. Elle était à Stanford et puis maintenant elle dirige un centre consacré à l'éducation. Un centre national consacré à l'éducation. Et il y a évidemment toutes sortes de mécanismes qui jouent, y compris ceux auxquels vous ne penseriez pas. Par exemple, supprimer la classe en fonction de l'âge, mélanger des âges dans une même classe. Ça existe parfois encore dans des petites écoles rurales, mais ça a existé auparavant et ça existe ailleurs, tout simplement pour plusieurs raisons. D'abord parce que les enseignants peuvent passer plusieurs années avec la classe et il y a une sorte de bénéfice intrinsèque à nouer des relations de longue durée. Pensez à des systèmes qui morcellent intégralement la formation des élèves. Ils sautent d'une classe à l'autre et d'un prof à l'autre. Et quand on a en plus des groupes de niveau, ça va être un jeu encore plus complexe. L'agenda d'un élève va devenir une table assez complexe, mais ça existe beaucoup. Alors que, à l'inverse, si on crée des classes qui sont homogènes, c'est probablement davantage dans l'école primaire que dans le système secondaire, mais on va suivre les enfants très longtemps, les élèves très longtemps. Et s'introduit un autre mécanisme dont j'ai eu un témoignage aussi à la fin du cours dernier, qui est ce qu'on appelle l'école mutuelle. L'école mutuelle, c'est une idée intéressante qui est née au XVIIe siècle, qui s'est développée à la fin du XVIIIe siècle, notamment en Angleterre. Des pédagogues comme Andrew Bell et un autre qui ont développé ces méthodes-là. L'enseignement mutuel, c'est constituer des groupes à l'intérieur d'une classe où les meilleurs vont devenir les moniteurs des moins bons. Et ça fonctionnera encore plus si ça dure longtemps dans une classe et que les élèves se connaissent entre eux, etc. À l'époque, c'était un maître peut diriger une classe de 1000 élèves, en quelque sorte, si elle se fragmente en un ensemble, en des sous-ensembles qui se prennent en charge eux-mêmes. Et alors, évidemment, dans un système d'enseignement de masse, on verra si l'hétérogénéité n'est pas trop grande pour faire fonctionner un tel système, mais il y a sans arrêt des témoignages. J'ai appris, par exemple, par un de mes interlocuteurs avec qui je travaille sur des données kangourous du concours de mathématiques, qui m'a dit il y a à Lille un professeur de mathématiques qui est formidable. Il fait au début de il était mettons en première ou en terminale, il commence sa classe, il donne son programme, il traite le programme de manière assez intensive, hein, donc le contrat d'effort il est bien là. Et puis à la fin du trimestre, il fait un test d'évaluation et il repère les meilleurs et il repère les autres. Et les meilleurs sont priés ensuite de prendre en charge pour une partie de leur temps la formation des moins bons. Et ça recommence au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, il refait un test et il voit qu'est-ce qui a été déplacé. Et l'ensemble de ceux qui ont pu progresser et qui rejoignent le niveau des bons va prendre en charge ceux qui restent encore moins bons. Voilà. Et les résultats sont assez spectaculaires. Alors vous me direz, voilà, en avant, voilà une bonne méthode. Mais c'est toujours très contingent, évidemment, parce qu'il faut trouver les conditions, il faut trouver l'énergie. Le professeur a construit un système, il a peut-être un charisme tel qu'il arrive à persuader les élèves que c'est comme ça qu'il faut faire et que les familles vont être d'accord, etc., etc. Mais voilà, ce
sont des expériences qui existent, qui sont, et qui sont aussi l'honneur, disons, d'un métier où on n'a pas simplement un programme, un contenu, 3 évaluations, une délibération à la fin de l'année, mais on a une vie permanente avec les élèves. Évidemment, il faut faire vivre une classe. Et comment est-ce qu'on la fait vivre? Un enseignant, c'est aussi un directeur des ressources humaines. Et donc, comment est-ce qu'il va motiver, etc., etc. C'est un métier, c'est vraiment un métier difficile, je trouve. Et quand on trouve des méthodes, même des méthodes personnelles pour agir, est-ce qu'elles vont faire école ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, et ce système-là existe. Et il y en a d'autres que je n'ai pas le temps de développer, mais par exemple des systèmes, comme je l'ai dit, de modularité temporelle et séquentielle. Je n'ai pas tout pu apprendre cette année. Une partie reste encore à apprendre, mais je ne vais pas être bloqué pour redoubler immédiatement parce que j'ai un déficit dans telle ou telle matière. Est-ce qu'on peut décaler et créer des séquences qui sont plus longues que l'année en question pour permettre aux élèves de réagir? Donc, tout ça va dans le sens, comme je l'ai dit, d'une sorte d'individualisation des parcours. Quand j'ai parlé de directeur des ressources humaines ou de directrice des ressources humaines, au fond, c'est un peu ça. C'est les élèves, bon, la demande de personnalisation de l'effort éducatif, elle est croissante certainement, et elle va être de plus en plus équipée de toutes sortes d'outils pour compléter ce qui est appris en classe. Et donc, le menu qu'on doit gérer dans une classe et dans un système éducatif, c'est un menu qui doit tenir compte de la démocratisation de masse de l'enseignement, mais aussi de la demande de personnalisation qui implique tout le monde, qui implique le contrat entre les enseignants et les élèves, qui implique le contrat entre la famille et les enfants, et qui implique le groupe de pairs, etc., etc. Donc voilà. Mais je vais clore ici cette demi-heure de supplément à la séquence précédente. Et j'en viens maintenant à mon programme de ce cours-ci. J'espère avoir le temps mais comme vous savez, je prends du retard et je suis incorrigible. Mais c'est le propre de la recherche que d'être entraîné dans le mouvement soi-même. Je vais m'intéresser beaucoup à la situation des femmes dans l'enseignement et dans la progression de la conquête des diplômes. À propos de redoublement, dans le document que vous verrez en ligne, que j'ai d'ailleurs transmis à cette collègue enseignante qui m'avait écrit la semaine dernière, le document du CNESCO, vous avez énormément d'éléments d'analyse qui vous détaillent beaucoup de choses. Mais un des points, je cite trois résultats qui vont me faire le lien avec ce qui va suivre. Les garçons redoublent plus que les filles, premièrement. La structure familiale est également liée à la probabilité d'avoir redoublé. L'association, vivre dans une famille monoparentale est associée à une probabilité de redoubler 37% plus élevée que le fait de vivre avec ses 2 parents. N'oubliez pas ça parce que ça va revenir. Et il y a aussi un résultat assez surprenant qui est le trimestre de naissance agit sur le redoublement. Si vous êtes né à la fin de l'année, que vous êtes avec des camarades qui sont nés beaucoup plus tôt que vous, qui sont donc plus âgés que vous, même s'ils font partie de la même classe d'âge, eh bien, vous avez une probabilité plus élevée de redoubler. Ça, c'est une forme d'injustice biographique. Et enfin, plus les parents sont éduqués, évidemment, plus les chances d'avoir redoublé à 15 ans sont faibles, mais c'est surtout le niveau d'éducation de la mère qui est déterminant, qui est plus déterminant que celui du père dans les risques de redoublement. Alors, ça m'introduit à ce que je vais dire maintenant. Je me suis, comme vous l'avez compris, je m'intéresse dans cette partie du cours à ce qui arrive quand une société a de plus en plus de diplômés et donc bénéficie de l'effort éducatif de masse qui s'est mis en route et qui est spectaculaire. Et il se trouve que les femmes et les hommes ne se comportent pas de la même manière face à l'effort éducatif. Et les femmes sont aujourd'hui plus diplômées que les hommes, on va le voir.
Mais est-ce que le diplôme, qui favorise évidemment la carrière, le marché du travail s'est ouvert énormément aux femmes, les femmes ont conquis une place sur le marché du travail qui est considérable aujourd'hui. Est-ce que tout ça va favoriser ou contrarier la mise en couple, la création d'une famille, le nombre d'enfants, etc. Et autrement dit, toute la matière qui va être la matière du traitement par le système scolaire de la génération qui suit celle des parents qui bénéficient de tout ça. C'est un de mes points et vous allez avoir une surprise, c'est un phénomène de renversement assez spectaculaire dans les dernières décennies entre le diplôme favorise l'émancipation des femmes et peut-être une plus grande réticence à l'égard de la vie familiale qui pourrait les freiner, versus le diplôme favorise la création d'une famille et le nombre d'enfants qui est associé, qui n'est pas contrarié par l'élan familial, par l'élan éducatif et professionnel, moyennant un certain nombre de conditions. Et une des conditions, c'est comment se comporte le conjoint. Et donc, vous allez voir ça si j'ai le temps de le montrer, mais je veux vous le montrer de toute façon, et comme je le fais toujours, avec beaucoup de détails, de données. Moi, comme je dis, le métier, c'est d'être un travailleur de la preuve. Et voilà. Et comme les recherches fournissent beaucoup d'éléments de preuve, eh bien, on va y aller. Alors, d'abord, documentons ce que j'appelle l'escalator éducatif. Ici, vous avez tout simplement les données, 3 données sur l'obtention du baccalauréat pour les générations, en 2021, pour les générations qui vont de 45 à 49 ans jusqu'à celles de 20 à 24 ans. Et vous avez en couleur l'ensemble qui est en vert et 2 groupes sociaux. On divise toujours la société en 2 dans beaucoup de statistiques, c'est plus facile, au moins visuellement, sinon réalistement. Le jaune concerne les enfants de cadres et de professions intermédiaires, voilà. Donc c'est classe supérieure, classe moyenne, et puis le rouge ou l'ocre, c'est les enfants d'employés et d'ouvriers. Donc, c'est un des tests de la démocratisation. Et vous voyez que ce que j'appelle l'escalator éducatif, c'est les anciens, enfin ceux qui appartiennent à la génération des 45-49 ans, qui ne sont pas très vieux, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais, ils sont moins diplômés, beaucoup moins diplômés, et il y a des écarts entre les groupes sociaux, évidemment, mais tout le monde monte. Les jeunes sont beaucoup plus diplômés et il y a tout de même des écarts. Donc c'est un escalator où chacun est sur une marche, mais l'escalator monte. Ici, vous avez l'accès à l'enseignement supérieur. C'est à peu près le même mécanisme, vous le voyez. Simplement, les scores sont plus bas en pourcentage parce que le choix d'aller vers l'enseignement supérieur, qui est un investissement long, évidemment, ne peut pas être fait de la même manière. Donc, les écarts sociaux sont plus importants, mais il y a une progression de la génération des 45-49 ans vers celle des 20-24 ans. Et puis ici, vous avez les diplômés de l'enseignement supérieur en fonction de leur milieu social. Vous avez à gauche les employés ouvriers entre 2009, 2011 et puis 2019, 2021. Qu'est-ce qui s'est passé sur une décennie? Ce n'est pas très long, mais ça montre quand même la période de forte progression du système, elle est là aussi. Et puis ici, vous avez les enfants de toujours la même nomenclature, cadres et professions intermédiaires, et ça, c'est l'ensemble. Et vous voyez à nouveau le mécanisme, le bénéfice de l'enseignement supérieur, il se diffuse, mais il se diffuse sélectivement. Le vert, c'est les doctorats, les masters, les DEA, ce qu'on appelait les DEA et DESS, et les doctorats. Et donc, il y a évidemment un écart. Le nombre d'employés d'ouvriers qui accèdent, de fils d'employés d'ouvriers qui accèdent à ce niveau supérieur de formation, il a doublé. Il a doublé aussi de l'autre côté, ou presque chez les cadres et professions intermédiaires, mais évidemment l'écart entre les deux, l'écart relatif est considérable. Bon, c'est 40% ici, c'est 14% ici. Pardon, c'est 7% à peu près. Donc, non, c'est 25% ici et 7% ici. Donc on a un écart qui est énorme. Et donc, surtout maintenant que la hiérarchie des diplômes se transforme beaucoup, j'aime beaucoup montrer ce graphique que je vous avais déjà présenté, qui est entre 82 et 2018. Voilà la population telle qu'elle est diplômée. Et donc les niveaux supérieurs au bac,
les diplômes, la quantité de diplômés supérieurs au bac augmente. Et voilà. Et donc, quand vous avez atteint un certain niveau, il y a beaucoup plus de monde au-dessus de vous qu'avant. Donc voilà. Donc, on a là une preuve que l'effort éducatif ou le système de formation supérieure fonctionne, mais il fonctionne à une vitesse inégale. L'escalator, évidemment, ne fonctionne pas de la même manière. Dans le supérieur, à un moment donné, les études longues favorisent beaucoup plus tout de même ceux qui ont un capital éducatif familial plus important et social plus important. La situation, je voulais aussi rappeler ceci, c'est que tout ce que je viens de dire là, entre des générations différentes, il faut aussi le situer dans un décor social qui a changé. En 82 ou en 80, pour les générations, j'ai mis ici les flèches qui concernent les générations que j'étudie là, les 45-49 ans, etc., jusqu'aux 25-29 ans. Et pour les deux années, les deux séquences d'années, 2009-2011 et puis 2019-2021, vous avez des repères ici. Et qu'est-ce qui s'est passé sur toute cette période? Eh bien, la population des ouvriers a chuté sans arrêt. Autrement dit, les parents des diplômés, voilà, la société des parents des diplômés en 2009-2011, elle était composée à un tiers, à 29% d'ouvriers, 26% d'employés et 20% de professions intermédiaires, 8% de cadres. Et regardez ce qu'est la société des diplômés des 25-29 ans en 2019-2021. Donc les plus jeunes et tout près de nous, et bien maintenant il y a 21% de cadres, donc c'est presque 3 fois plus. Les ouvriers, leur nombre a beaucoup diminué, leur proportion, sont 19%. Les employés, c'est ce monde stable, mais de plus en plus hétérogène. Et les professions intermédiaires ont progressé, mais l'essentiel s'est passé là. Là, dans la population des cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire tous ceux qui bénéficient de cet élan de formation supérieure que j'ai montré à l'instant. Donc, le décor change, et évidemment, quand vous raisonnez en termes d'origine sociale des diplômés, il faut tenir compte de cet effet de structure. Qui s'est déformé en quelque sorte, ou déformé si on veut positivement, puisqu'on a plus de population, de part de la population qui est instruite et qui a des emplois intermédiaires ou a fortiori supérieurs. Donc dans ce monde-là, voilà ce que j'ai dit. Et ici vous avez la part de ceux qui sont très peu ou pas du tout diplômés sur plus de 40 ans, et vous voyez 45 ans, à peu près 44 ans, vous voyez que la part a chuté énormément. Vraiment, la société s'est considérablement transformée. Mais elle reste, cette part de non-diplômés ou de très faiblement diplômés parmi les jeunes de 18-24 ans reste encore non négligeable. Elle est autour de 9%, ce qui est quand même beaucoup dans une société qui rend l'enseignement obligatoire jusqu'à 15 ans et éventuellement, conditionnellement, jusqu'à 18, moyennant toutes sortes de mécanismes à la fois d'incitation et de contrôle. Ceux qui sortent du système dans un tel régime de scolarité obligatoire et qui n'ont pas de diplôme ou presque pas, à 18-24 ans, c'est quand même... Alors là, c'est cette part incompressible qui paraît difficile à... Vous voyez, ça c'est beaucoup... La décroissance s'est très très fortement ralentie, donc on atteint une sorte de palier, et là c'est un vrai problème social majeur. Maintenant, on va regarder notre affaire des hommes et des femmes. Et vous voyez tout de suite que les femmes sont en grisé, les hommes en ocre, et la courbe centrale, c'est l'ensemble. Et vous voyez comment la situation progressivement diverge. Les filles et les garçons sont proches, assez proches, au début de la période. Ici, c'est 93, et ici, c'est 2020. Et vous voyez que progressivement, l'écart est grandissant. On a un taux de filles qui ont atteint un niveau de formation supérieure, de diplômés du supérieur, qui est à peu près de 55% maintenant,
ou presque 53 ici, et ça a encore progressé, alors que les garçons sont à presque 10 points de moins. Ce qui est quand même très important, hein. C'est un changement majeur, et ça, c'est un changement sur même pas 30 ans. Donc, vous voyez la révolution que ça représente. Les données en clair sur le même principe des générations, ici on va jusqu'à 55-64 ans. Vous voyez la part, ici je l'ai encadrée parce qu'elle est très parlante. Les diplômés du supérieur, tout niveau confondu, ça réfère au graphique précédent. Vous avez les chiffres ici. Les femmes dans la génération des 25-34 ans sont à 53% de diplômés, les garçons à 46%. Et si vous regardez les diplômes les plus élevés, c'est cet encadré-là, vous verrez que les garçons étaient plus diplômés que les filles dans la génération des 55-64 ans parmi ces diplômés très élevés, du supérieur long, et 15-6 contre les filles à 13-4. Et maintenant, c'est radicalement l'inverse. Les femmes sont à 39% de diplômés du supérieur long contre 32,8 ou presque 33, donc 6 points d'écart. Il y a là un renversement. Donc, comme disait Baudelot en avant les filles, mais effectivement, elles y sont allées et elles y sont maintenant. Et ça, c'est un changement effectivement considérable. Alors, la question c'est... oui, je voulais aussi préciser, vous me direz, mais les diplômes ne sont pas dans les mêmes spécialités. Ça, c'est un vaste sujet. On dit sans arrêt maintenant, c'est l'acte 2, en quelque sorte, de la diplomation féminine, c'est, OK, elles sont diplômées supérieures, mais il y a des écarts entre les spécialités. Les sciences qui sont ici, par exemple, le taux de... on a la part de femmes en 2021-2022 qui est en jaune et en 2011-2012 qui est en vert. Et on regarde par exemple les formations scientifiques où le déficit existe. Les femmes n'atteignent pas les 40%, où elles le dépassent un tout petit peu en 2021-2022. Il y a un progrès, mais tout de même, on est dans une situation différente. Et a fortiori, dans les sciences fondamentales et applications, je ne vais pas détailler toute la nomenclature des disciplines, mais c'est ici qu'on retrouve les mathématiques et l'informatique notamment. Et la physique. Progressivement, si on passe vers la chimie, etc., les choses changent. Mais en revanche, regardez pour les sciences de la vie, de la santé, de la Terre et de l'univers, alors là, la situation est inverse. Les filles ont pris l'avantage, ou les femmes, je ne sais plus comment il faut dire, c'est des étudiantes et des jeunes femmes, ont pris l'avantage de manière évidente. Elles sont majoritaires. Et elles sont encore beaucoup plus majoritaires dans tout ce qui sont les métiers de la santé. Médecine, santé en général, médecine, pharmacie, plurisanté, enfin là. Et donc, un des grands débats, évidemment, sur ces questions-là, c'est quand les filles ou les femmes s'orientent vers des études scientifiques, on fait de la science, là, on bricole pas. Hein. On fait de la science dans beaucoup d'endroits, mais enfin bon, en santé, en médecine, voilà, il vaut mieux faire de la bonne science. Et a fortiori maintenant, et c'est la révolution, je ne sais pas si la biologie est la science du XXIe siècle, il y a beaucoup de candidats, mais en tout cas, la science du vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr. Et donc, si les jeunes femmes s'orientent vers les sciences, mais celles-là plutôt que les mathématiques, est-ce que c'est un problème majeur pour les mathématiques? Ça, c'est une vraie question. Évidemment, certains vont dire, mais ça ne va pas du tout. La conquête du territoire doit être systématique et les femmes doivent avoir leur part dans les mathématiques comme il est normal. Et Dieu sait si elles ne l'ont pas. On le reverra plus tard. Ou bien est-ce qu'elles vont faire jouer un avantage comparatif dans des mondes professionnels et dans des métiers et dans des filières éducatives où elles sont plus nombreuses et elles vont se sentir portées en quelque sorte par une écologie du système éducatif qui favorise leur réussite. Voilà, c'est un des grands enjeux de savoir quels sont les rouages qui sont à prendre en compte pour considérer les inégalités selon les disciplines entre hommes et femmes. C'est une affaire de comptabilité, assurément. C'est aussi une affaire
quelle est la bonne équation pour qu'une bonne représentation des deux sexes, je ne parle pas des autres, mais des deux sexes, permette une sorte de bon équilibre dans tous les métiers où on a besoin des uns et des autres, évidemment. Mais quand il s'agit de décisions de formation et d'orientation professionnelle, on peut introduire évidemment d'autres réflexions, d'autres mécanismes, d'autres raisonnements. Où sont mes espérances de succès les meilleures, etc., etc., étant donné que je vais vers des mondes qui sont, qui sont sexuellement différenciés. Voilà. Bon, c'était un commentaire rapide, mais... alors maintenant, je vais m'intéresser à ce qui arrive pour ces femmes qui maintenant ont conquis les diplômes et les diplômes les plus élevés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour elles-mêmes, bien sûr, mais beaucoup, c'est ça mon interrogation pour l'instant, pour ce qu'elles vont faire pour leur famille, dans leur famille, pour leurs enfants. Quelle va être l'influence du diplôme? Et je vais ici d'abord tirer parti de recherches qui ont été faites par mon cher collègue François Héran, qui est ici au collège et qui a eu une vie antérieure, notamment à l'INED, et qui a dirigé une enquête à l'INED conjointement avec l'INSEE sur l'effort éducatif des familles. C'est littéralement comme ça que ça s'appelait, en 92. L'une de ces publications, dont je vais tirer un certain nombre de résultats, s'intitule et sous-titrée « Les mères persévèrent ». C'est un jeu de mots typiquement lacanien qui m'a toujours beaucoup amusé et qui nous amuse toujours quand on se voit, François et moi, au 4e étage de la rue d'Ulm. Et il y a eu une autre enquête. Les deux premiers graphiques sont tirés de 2 enquêtes successives sur à peu près le même sujet. C'est une enquête éducation et famille faite à l'INSEE qui est tirée d'un échantillon ou une partie de l'enquête, d'une enquête plus générale. Et ça, c'est une exploitation particulière qui est dans le cadre du programme éducation et famille, qui a été faite en 2002-2003, donc à un intervalle d'à peu près 10 ans. Et j'emprunte toute cette matière-là donc à François Héran et à Marie Gouillon, qui a fait, donc un homme et une femme, voilà, tant mieux, qui ont fait l'exploitation de ces 2 enquêtes successives. Et le travail consiste à regarder combien les parents, d'abord, consacrent de temps à leurs enfants, pour, dans un mois, ce sont des calculs de comptabilité par mois ou par jour, ici c'est par mois, et par enfant, combien est-ce qu'ils consacrent de temps à suivre la scolarité de leurs enfants. En fonction du niveau scolaire des enfants, on passe du CP jusqu'au DUG à l'époque, donc 2 années de formation supérieure, d'enseignement supérieur, et on distingue la mère et le père. Le père est en pointillé, et c'est pas volé puisqu'il fait moins que la maman, donc il a droit au pointillé, et ça c'est les 2 réunis. Et donc vous avez une indication assez extraordinaire et extrêmement parlante, alors d'une éloquence folle, je dirais, que de la différence entre hommes et femmes dans le soutien scolaire au sein de la famille. Et ça se chiffre très vite. Alors, évidemment, la courbe décroît, et on va en reparler, parce que la difficulté s'accroît. Pour suivre ces enfants en primaire, normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes, mais ensuite, les choses vont se corser. Et ici, à droite, je vous montre les données qui, à nouveau, font apparaître massivement l'écart entre père et mère. Les pères sont encore en pointillé, donc tout reste cohérent. Et c'est ici par niveau, par milieu social des parents. Comment est-ce que les uns et les autres se comportent. Et on a distingué notamment, ça c'est une des petites sucreries des enquêtes statistiques, c'est quand on isole les professeurs et les instituteurs dès qu'il s'agit d'éducation. Évidemment, ils ne sont pas simplement
producteurs d'éducation dans leur métier, mais ils sont aussi producteurs d'éducation dans la sphère privée. Et vous voyez que le maximum pour le père se situe chez les professeurs et les instituteurs, mais aussi chez les employés. Et donc l'effort éducatif, il est quand même très élevé aussi dans des milieux qui sont assez contrastés. Les cadres, les papas cadres font moins que les papas profs et instit et moins que les papas des professions intermédiaires et des employés. Donc on va y revenir. Donc ça, c'est un trait qui est important de dire les parents, ils y vont quand même, ils se retroussent les manches. Si on a des enfants, on ne va pas rigoler, on va quand même, il faut faire ce qu'il faut. Après, vous verrez si ça plaît ou non, mais c'est un boulot et c'est difficile, c'est difficile. Et pour les mamans, on a aussi une information, évidemment, elles y mettent beaucoup plus de temps dans un mois, mais vous voyez que l'effort éducatif, sauf pour les agriculteurs, bon, pensez à toutes sortes d'actualités, les agriculteurs, évidemment, ont des vies de travail qui sont beaucoup plus intensives. Hein. Les indépendants en général et les agriculteurs en particulier ont des semaines de 60-70 heures. Hein. C'est totalement documenté par la statistique. J'en ai parlé il y a un certain temps dans mes cours. C'était assez fascinant de comprendre ce qu'on veut dire quand on raisonne en termes de durée de travail. Les salariés et les indépendants, ce sont deux mondes totalement opposés. Mais le salarié, il touche sa paye à la fin du mois. L'indépendant, il se constitue, il se rémunère sur son travail, donc il vaut mieux bosser. Et il se constitue un capital. Littéralement, le capital, c'est du temps, en quelque sorte, incorporé, congelé au fur et à mesure de la carrière. Les agriculteurs, c'est ça aussi, du moment qu'ils arrivent à revendre leur exploitation. Mais s'ils l'ont rendue productive avec leur niveau d'effort de 60-70 heures et que le prix de la terre ne s'est pas effondré, ils détiennent un capital qu'ils accumulent sur le long terme. Mais en dehors d'eux, vous voyez que les indépendants et les agriculteurs se situent là. Mais les cadres, pardon, les indépendants, oui, les mamans, là, ça bosse quand même. Et les variations existent, mais elles sont, d'abord, elles sont supérieures à celles des pères, mais elles montrent aussi qu'il y a un effort éducatif qui est très, très diffusé dans la société tout entière, du côté des familles et des parents. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément les choses. C'est l'attitude des parents à l'égard de ce soutien scolaire. L'enquête de François Héran et de son collègue Claude Gissot, mais c'est François Héran qui a exploité principalement cette partie-là, je crois. Est-ce que les parents disent « on ne s'en occupe pas », c'est la partie blanche, donc les pères, voilà, bon, advienne que pourra. Vous voyez que chez les mères, il y a une minorité qui dit non, non, on ne s'en occupe pas, surtout au début, c'est quand même, les écarts sont énormes. Le grisé, c'est on s'en occupe si l'enfant le demande. Et regardez ce qui se passe, les pères interviennent là, ils réagissent à la demande. C'est bon, ok, je suis là, si tu veux, si tu as besoin de moi, je me mobilise. Et donc, la demande devient de plus en plus importante à mesure que le niveau scolaire augmente. C'est une information intéressante, mais dans une proportion qui n'est jamais supérieure du tout à celle des femmes. Regardez l'intensité, le volume horaire consacré, il est toujours supérieur chez les mères à celui des pères. Mais la distribution intérieure est différente. Les mères, le noir, suit toujours de près le travail de l'enfant. Et regardez ce qui se passe, l'écart est considérable. Donc, il y a à la fois une question de quantité et une question de modalité qui est sexuée. Le gris, c'est contrôle le travail de près, même si l'enfant ne le demande pas. Donc, quel est le niveau de contrôle? Et là, les pères et les mères agissent de la même manière, mais pas au même niveau horaire. Mais enfin, voilà, ça se distribue comme ça. Donc, c'est une autre information précieuse. Il ne s'agit pas simplement de quantité, mais aussi de type d'interaction dans la famille entre père, mère et enfant. Ensuite, on va regarder ce qui se passe en fonction du diplôme. Et c'est là que je me rapproche de mon sujet général. Le diplôme de la mère, comment est-ce qu'il va jouer sur la quantité de temps donné à l'enfant pour le soutenir aux trois niveaux
aux 3 niveaux de diplôme de la mère et en fonction de la... Pardon, aux 3 niveaux de suivi éducatif, lycée, collège et élémentaire, et en fonction du niveau de diplôme de la maman. Et vous voyez que pour le lycée, la relation est assez... Elle est pas, le trend est assez simple jusqu'au niveau du bac, la courbe est assez étale, et puis la progression se fait là, c'est-à-dire que les parents qui ont un diplôme supérieur consacrent plus de temps à un effort éducatif qui est plus difficile pour eux, évidemment, donc il faut plus de formation de la part des parents, puisqu'il s'agit de suivre la formation des élèves au lycée ou de leurs enfants au lycée. Pour le collège, on a le même mécanisme. En revanche, pour l'enseignement élémentaire, vous voyez que l'intensité maximale, elle correspond aussi au niveau éducatif moins élevé des parents. Les parents qui sont moins éduqués peuvent suivre ou donnent plus de temps au niveau de la formation de la scolarité élémentaire. Et les parents qui sont plus éduqués ont des enfants qui bénéficient presque normalement ou naturellement du bain culturel de la famille. Donc l'effort éducatif est moindre. Voilà un des résultats intéressants qui permet de comprendre ce que c'est que cet investissement éducatif en fonction du diplôme. Et ici, vous avez une analyse aussi en fonction du niveau scolaire de l'enfant et en fonction de caractéristiques de l'activité de la mère, selon qu'elle est active ou inactive, et en fonction du niveau de diplôme de la mère, moins que le bac ou plus. Et à nouveau, on voit, même si les écarts ne sont pas gigantesques, on voit le même mécanisme. Les femmes qui ont un niveau de diplôme supérieur ont un investissement plus élevé ou sont en nombre d'heures dans la formation dans la scolarité de leurs enfants au lycée. Mais en revanche, les données sont différentes pour à peu près comme ici, la structure la même. Ça veut dire qu'à 10 ans d'écart, l'enquête, qui avait peut-être un protocole un tout petit peu différent, retrouve des résultats qui sont très stables ou qui sont assez stables tout de même. Alors que pourtant le niveau d'éducation a augmenté du côté des femmes, mais la distribution des rôles et la relation entre formation des mères et niveau d'intervention, elle est assez stable en fonction du niveau de la scolarité des enfants. Et ici, on a une information qui vous amusera certainement, c'est la proportion de pères qui se jugent souvent ou très souvent dépassés pour aider leurs enfants dans le travail scolaire, et en fonction des 3 niveaux, élémentaire, collège et lycée. Et vous voyez, c'est vraiment une belle enquête, je dois dire. C'est toujours un plaisir de retrouver des résultats. Ça a 30 ans, mais ça tient la route, surtout quand c'est répliqué 10 ans après. Il y a des sciences où les données qui ont été produites 5 ans avant, c'est déjà de la préhistoire, et il y a d'autres sciences qui montrent qu'il y a des stabilités dans les comportements qui tiennent durablement et qui fixent en quelque sorte des structures de comportement et des structures d'interaction. C'est ça. Et donc, comment ça se distribue? Vous n'allez pas avoir beaucoup de surprises, évidemment. Quand un ouvrier non qualifié doit suivre un père, ses enfants au lycée, à plus de 90%, il se dit totalement dépassé, ou très souvent dépassé, ou souvent dépassé, pardon. Et c'est aussi le cas au collège, donc ça intervient assez vite. C'est moins le cas évidemment au niveau élémentaire. Les profs, les instituts et les profs sont ceux qui, surtout les profs ici, sont ceux qui se jugent le moins dépassés, quel que soit le niveau. Ils n'apparaissent même pas pour le niveau élémentaire parce qu'ils ne sont jamais dépassés évidemment. Voilà. Et ensuite, la progression, elle suit à peu près la hiérarchie des positions sociales. Mais avec des écarts intéressants, on peut se juger dépassé assez vite dans des milieux qui sont pourtant pas complètement dépourvus d'éducation. Les chefs d'entreprise, il y en a tout de même 40% qui se jugent dépassés pour le collège. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus le temps, enfin ils se jugent dépassés, bref. Et ici on a la donnée, mais pour les mères cette fois-ci.
Et ça, c'est l'enquête de 2003. Et en fonction du niveau scolaire, du niveau de diplôme des mères. Et donc, on a, ça c'est la donnée d'ensemble. Pour le lycée, plus de 60% ou 70% des mères se jugent dépassées quand il s'agit des études au lycée pour leurs enfants. Et bon, vous voyez, l'élémentaire, c'est en rosé, et le rouge, c'est le collège. Et pour l'enseignement, bon, et la corrélation, évidemment, avec le niveau d'éducation des mères, il est assez clair. Plus elles sont diplômées et donc éduquées, plus le sentiment de dépassement est moindre qu'à des niveaux de formation des mères qui sont inférieurs. Donc, évidemment, quand on transforme la société avec un niveau de formation des femmes de plus en plus élevé, vous allez avoir une translation dans l'effort éducatif des familles, et une translation qui va s'opérer à la fois par le sentiment de moindre dépassement plus tôt, enfin plus tard, et aussi de suivi plus long de la formation. Donc l'équipe familiale, elle bénéficie en quelque sorte de cette progression de la formation des femmes. C'est assez clair. Alors maintenant, enfin oui, il y avait une autre donnée qui était intéressante, qui était « mais si ça coince dans la formation de mes enfants, et si je fais appel à des cours particuliers, eh bien, qu'est-ce qui va se passer et qui va agir ?» Et là encore, ce sont les mères qui prennent l'initiative plus souvent que les pères. Dans 73% des cas, c'est les mères qui prennent l'initiative. Et dans 26% des cas, c'est les deux réunis. Donc il y a une partie qui est commune aux deux. Et le père a pris l'initiative, mais à 36%, mais père et mère, c'est 26%. Voilà. Voilà la distribution dans le graphique qui permet de comprendre ce que c'est que la décision collective. L'enfant est quand même là à dire, dans 23% des cas, « Hello, j'ai besoin qu'on m'aide ». Voilà. Donc, c'est une autre manière de visualiser ce que c'est que le management familial. L'entreprise familiale, avec qui est le DRH? Eh bien, le DRH, c'est la maman. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce que ça lui plaît? C'est pas une question nulle. C'est pas toujours agréable de se sentir dépassé tout de même. Bon, alors, ici, je ne bénéficie pas de recherche française, mais j'emprunte à un travail récent, tout récent, d'une collègue américaine qui s'appelle Khalil, j'ai oublié son prénom. C'est de la bonne recherche. Je ne vous présente que des travaux sur lesquels je pense que les garanties de qualité des résultats sont les plus élevées. Et le travail se fonde aussi sur des chronogrammes, sur l'usage du temps dans la vie familiale, pour différentes activités. Ici, ça n'est pas le mois, c'est la journée. Et l'enquête cherche à savoir comment les femmes, les mères qui ont une formation soit de type college, c'est-à-dire au moins Bac plus 4, dans notre système à nous, un équivalent, mais beaucoup plus parfois, ça peut être jusqu'au PhD, ou bien moins que Bac plus 4, donc ça comprend beaucoup de monde. La distinction, c'est pas CEP, CAP, etc., c'est moins de Bac plus 4 ou plus de Bac plus 4, donc c'est moins sélectif que la hiérarchie des diplômes de tout à l'heure, mais ça produit quand même d'énormes différences. Et l'analyse porte sur l'usage du temps de ces femmes en fonction de leur niveau d'éducation, l'usage du temps dans une journée moyenne, en quelque sorte, on a moyenné les journées. Le travail payé, il figure ici en quantité de minutes de temps passé à travailler.
Vous voyez que les femmes moins éduquées travaillent moins, elles sont en situation moins favorable sur le marché du travail, mais les femmes plus éduquées, évidemment, ont affaire à un agenda qui est à la fois plus rempli du point de vue du travail, mais aussi du point de vue d'autres activités. Regardez la télé. Là, alors, c'est une différence extraordinaire. Passer son temps à regarder la télé, les femmes éduquées, ben non, il n'est pas question d'y passer tellement de temps, et les femmes moins éduquées, y passent beaucoup plus de temps. Et ça, c'est un des grands mécanismes, évidemment, d'inégalité qui est transporté vers les enfants. La télé comme nounou, comme je ne sais pas quoi, compagnon permanent, enfin bon, il est corrélé au niveau d'éducation, corrélé négativement, la quantité de télévision consommée est corrélée négativement au niveau d'éducation. Moi, j'ai mis ma télé sur le trottoir il y a 15 ans, bon, et je suis ravi. Je manque des tonnes de choses, notamment les conversations qui me disent « Ah, cette série est géniale !» Alors j'ai l'air complètement nul, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et effectivement, j'avoue que je dois manquer des choses extraordinaires, mais tant pis pour moi. Donc, ici, c'est le travail domestique. Et vous voyez que les femmes, à un niveau d'éducation supérieure, y consacrent moins de temps. Mais elles consacrent beaucoup plus de temps au child care, c'est-à-dire tout ce qui est le soin aux enfants, qui comprend aussi l'effort éducatif, évidemment. Et pour le loisir, elles sont un peu plus présentes, les femmes éduquées, elles ont plus de loisirs, mais la différence n'est pas considérable. Les différences importantes se situent là, et évidemment dans sur la question de la télévision et puis sur le temps de travail. Alors, l'enquête portait sur, mais est-ce qu'elles les femmes ont des sentiments positifs plus élevés lorsqu'elles passent du temps à s'occuper de leurs enfants que lorsqu'elles s'adonnent à d'autres activités. Donc on va regarder ça essentiellement. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, en fonction de leur niveau d'éducation? Et vous voyez bien le problème, les arbitrages. Si on bosse plus, ça veut dire aussi que ça peut contrarier peut-être la valeur du temps qu'on passe à s'occuper des enfants, parce que le temps passé à travailler, c'est aussi du temps passé à s'investir dans évidemment une carrière professionnelle, etc., etc. Et si tout ça entre en conflagration, ça fait des journées impossibles ou des journées très chargées. Donc le sentiment peut être est-ce que je vais éprouver un sentiment négatif à l'égard du temps que je pourrais moduler sur le child care? Celui-là, il est typiquement divisible puisqu'il va être négocié dans le couple. Celui-là, non. On ne va pas négocier son temps de travail professionnel avec son mari pour dire, sauf en Hollande, aux Pays-Bas, quand j'ai regardé les données sur le temps partiel en Europe, c'est une parenthèse, le temps partiel en Europe, il est considéré comme une défaite des femmes, parce que c'est du temps partiel qui est considéré comme subi essentiellement par les femmes. Il est beaucoup plus féminin que masculin, le temps partiel. Et sauf aux Pays-Bas, où le temps partiel a été considéré comme une victoire des femmes pour obtenir un meilleur équilibre entre travail professionnel, travail personnel et vie familiale. Et ça n'a pas été... ça a été une grande négociation sociale des années 80, si je me souviens bien, et syndicats, patronat, tout le monde s'y est mis, et on maintient encore une statistique étonnante où les Pays-Bas ont un taux d'emploi partiel féminin qui est beaucoup plus important que les voisins juste à côté, qui peuvent éventuellement partager des traits culturels ou politiques assez nombreux. On passe la frontière, on va au Danemark et en Suède a fortiori. Alors là, le temps partiel féminin, c'est une abomination. C'est l'aliénation des femmes, c'est l'héritage de tout ce qu'on sait, des inégalités, machin, l'homme qui rapporte le fric et la femme qui bosse à la maison. Enfin bon, eh ben, aux Pays-Bas, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a eu des équilibres qui ont été construits autrement, ce qui veut dire aussi que la distribution des tâches ménagères, elle est différente aux Pays-Bas peut-être de celle qui a lieu ailleurs, etc., etc. Pas forcément au détriment seulement des femmes, mais en termes d'investissement. Enfin bon, je ne vais pas développer là-dessus parce qu'il y a, encore une fois, sur n'importe quel sujet, vous avez 30 000 articles décisifs qui vont vous dire beaucoup de choses, parfois pas toutes cohérentes entre elles, mais tout de même, le tableau général, c'est un peu ça.
Donc, voilà. Donc, la question qui est au cœur de cette recherche, c'est est-ce que les femmes les plus éduquées, qui donc ont un niveau d'investissement plus important dans leur travail professionnel, ont des sentiments positifs ou moins positifs à l'égard du soin apporté aux enfants. Alors, les résultats disent que les mères qui ont un niveau d'éducation élevé, donc college, ici, ne font état ni de sentiments positifs plus élevés, ni de sentiments négatifs plus faibles que les autres mères lorsqu'elles s'occupent intensivement de leurs enfants. Elles sont donc, elles font par ailleurs aussi, elles font état d'un nombre significativement moins élevé de sentiments positifs quand elles consacrent du temps à tout ce qui est les activités de gestion, aller chercher et déposer les enfants, planifier et organiser la vie de l'enfant en dehors de la maison. Et Dieu sait si dans le milieu des femmes très éduquées et des classes supérieures américaines ou moyennes supérieures et supérieures américaines, le high parenting investment, c'est une affaire de management des agendas des enfants. C'est délirant. Moi, un jour, pour l'anecdote, j'attendais devant un magasin de vélo à New York et qu'on répare mon vélo, et un vélo de location, et je voyais une maman avec son enfant et elle lui parlait en un quart d'heure, elle lui a parlé 4 langues différentes. Alors je lui ai dit, ah mais alors là, elle dit, mais oui, c'est de l'investissement, il faut leur débloquer les neurones, c'est très important, je le fais tout le temps, etc. Donc, et ça c'était, bon, on appelle ça aussi, je ne l'ai pas dit, les Tiger Moms. Il y a eu un livre célèbre là-dessus, on les voit en Corée, on les voit peut-être en Chine aussi, et aux États-Unis, elles existent aussi. Donc le High Parenting Investment, c'est quelque chose. Et le High Parenting Investment, ça veut dire construire le tableau de service de la journée des enfants, hein, c'est ça. Voilà ce qui va arriver aujourd'hui. Et évidemment, elles ne peuvent pas trouver que c'est extraordinairement gratifiant. Donc, elles éprouvent des sentiments pas très positifs à l'égard de tout ça. Bon. Et quand on contrôle par toutes sortes de facteurs, tels que la structure de la famille, la santé, etc., les résultats ne bougent pas beaucoup. Autrement dit, quand on passe des données brutes aux données contrôlées par les facteurs qui peuvent influencer, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de sentiment violemment positif qui serait lié à un investissement en temps qui serait beaucoup plus important de la part des femmes, puisqu'elles y consacrent plus de temps. Ça veut dire, est-ce que j'y prends beaucoup plus de plaisir? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais la conclusion intéressante de l'enquête, c'est de dire les parents plus instruits certes, n'apprécient pas beaucoup plus de s'occuper de leurs enfants, mais il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir que le plaisir pour justifier cet investissement en temps et ces inégalités d'investissement en temps en fonction de l'éducation. Et là intervient un facteur très important qui est de dire les parents très instruits peuvent tout simplement percevoir que leur investissement sur l'éducation de leurs enfants peut avoir un rendement plus élevé. Autrement dit, le temps que je consacre à mes enfants, je sais qu'il aura un rendement élevé. Ça ne me procurera peut-être pas un plaisir énorme, mais je calcule le rendement de cet effort éducatif à l'égard de mes enfants. J'ai fait des études, je suis dans le monde professionnel, je suis dans le travail, je sais ce que c'est qu'un rendement d'un effort, et donc je vais transposer l'argument tout simplement, je vais y aller. Je ne vais pas négocier avec moi-même le principe de plaisir contre le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est le rendement de l'effort dans l'éducation des enfants. Et des études... je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais elles sont documentées aussi. Ce ne sont pas des opinions, hein. Ce sont des expériences aussi qu'on a faites, notamment sur des mères. On a fait un suivi longitudinal des mères de niveau social très différencié, juste avant l'accouchement et 9 mois après, pour savoir si leurs attentes à l'égard de leurs enfants étaient plus ou moins élevées. Et les écarts en fonction des milieux sociaux sont très différents. Et ici, c'est la même chose. Les mères moins instruites ont des attentes subjectives moins élevées
quant à l'impact de l'investissement dans le développement de l'enfant. Or, on sait que le développement de l'enfant, il a une fenêtre d'opportunité optimale. Entre 0 et 5 ans. À 5 ans, on a déjà des écarts de compétences linguistiques, par exemple, qui sont vertigineux. Des chercheurs ont montré ça à travers des enquêtes, y compris des enquêtes ethnographiques très fines, pour savoir à table ou dans les interactions entre les parents et les enfants, combien de vocabulaire a été utilisé, combien de mots différents ont été utilisés dans les échanges entre les parents et les enfants, dans toutes les situations où il y a des échanges entre les parents et les enfants, notamment, par exemple, dans le partage des repas, ou bien quand on partage ensemble un loisir. Et les écarts sont énormes, sont vraiment énormes. Et ça, c'est une sorte de rouleau compresseur silencieux, parce que vous ne le modifiez pas, et en même temps, c'est le produit des vies, donc les interactions. Mais il y a des familles où, puisque ça a été documenté, ça a fait le tour, évidemment, de tous les magazines, et tous les magazines parentaux, etc., etc. La presse est là pour le faire. Et donc, toutes ces indications que je vous ai données sur les écarts de compétences linguistiques, ça circule dans les informations qui sont disponibles aux parents. Et les parents éduqués lisent davantage, ils ont même des coachs de high parenting coaching. Donc, on voit tout. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une entreprise. Hein. La vie familiale devient une entreprise avec des injonctions complexes, personnalisation, principe de plaisir, principe de réalité, etc., etc. Mais voilà. Et donc, dans ce mécanisme-là, il faut savoir ce que vaut l'investissement dans le développement de l'enfant et ce qu'on veut en attendre. Et la différence de temps consacré aux enfants qui est ici, en fonction du niveau d'éducation des mères, il est fortement coloré par l'espérance subjective d'un rendement plus élevé. Ça, c'est un résultat quand même assez important et surtout qui montre comment on coordonne entre elles des informations sur toutes sortes d'activités qui ont plus ou moins qui procure plus ou moins de plaisir. J'imagine que le housework, c'est difficile, encore que parfois, mais c'est difficile d'y prendre beaucoup de plaisir. En revanche, on va se dire que les loisirs ont un pleasure content qui est supérieur, etc. Pour le travail, allez demander. Il y a toutes sortes évidemment, je ne vais pas enchaîner là-dessus, mais de considérations à avoir. Alors, maintenant... oui, je consacre le temps passe, mais c'est comme ça. J'en viens à une autre question qui a beaucoup occupé la sociologie de l'éducation, mais aussi celle de la famille. Le mariage, la vie de couple et la maternité, j'ai commencé à l'explorer, mais ne privent-elles pas les femmes des pleins bénéfices de la spectaculaire réussite éducative et des ambitions que leur vaut leur présence désormais massive sur le marché du travail? Et donc je vais présenter ce débat et son retournement actuel, et puis pour établir les faits et montrer comment le niveau d'éducation agit sur la formation des couples. Je vais aussi passer par l'examen de mais quel couple, les modes d'appariement et aussi l'allocation des tâches au sein des couples. Autrement dit, le message tout simple, le take-away, comme on dirait dans les colloques, c'est la famille n'est pas morte, elle se transforme. Le nombre de familles avec enfants n'a pas varié en 40 ans. C'est assez étonnant, je vous montrerai les données tout à l'heure. Autrement dit, puisque la population a augmenté, la part relative des familles a diminué. On sait que la natalité baisse, etc., etc., et que les familles, les ensembles sociaux qui forment des couples ou pas de couples, monoparentalité, famille recomposée, etc., etc., se sont multipliés. Mais la famille n'est assurément pas morte, elle se transforme. Mais l'évolution de la structure des couples, du fait d'un niveau d'éducation plus élevé, crée de fait de nouvelles polarisations sociales. Voilà ce que je vais essayer de vous montrer. Alors,
mon collègue, le sociologue François de Singly, un cher ami et un excellent sociologue, dans un livre vraiment remarquable qui était issu de sa thèse d'État, qui s'intitule « Fortune et infortune de la femme mariée », c'est un joli titre, ça fait très XVIIIe siècle, qui était paru en 1987, donc il faut retenir la date, 1987. François de Singly avait enquêté sur les femmes qui se sont mariées entre les années 1950 et le début des années 80. Et pour ça, il a exploité de vastes bases de données statistiques de l'INSEE. Et il a publié d'ailleurs pas mal de travaux ensuite sur ça et sur d'autres sujets avec un statisticien de l'INSEE dont j'ai déjà parlé antérieurement, qui est un grand sociologue et économiste qui s'appelle Claude Tello. François de Singly a mis en évidence les effets de la mise en couple et du mariage sur la vie professionnelle des femmes. Et avec un vocabulaire qui est assez intéressant, qui est très objectiviste, le capital éducatif, le capital matrimonial, etc., etc. Autrement dit, on dit qu'est-ce qui se passe si on traite le mariage comme une affaire assez rationnelle de comptabilité hommes et femmes et qu'on met les affects pour l'instant de côté. On ne va pas les mettre de côté tout le temps, mais on va les mettre de côté pour l'instant. Comme la société se transforme par les autres variables, elle se transforme peut-être aussi par le sentiment amoureux. Denis de Rougemont a écrit un livre fameux sur l'amour en Occident et son évolution, et l'amour-passion, etc. etc. Mais on va mettre ça de côté pour l'instant et on va regarder ce qui se passe quand on traite le mariage comme une négociation et une affaire où chacun doit tirer quelque chose de cette affaire-là, ou du moins doit éviter d'avoir des pertes. Il peut avoir des gains, est-ce que ce sont des gains simultanés, ou c'est un jeu à somme positive, à somme nulle ou à somme négative. Et donc, de Singly examine le rendement du diplôme, tout particulièrement le rendement du diplôme selon le statut marital de l'homme et de la femme. Et il montre, pour cette période donc, des années 50 au début des années 80, que le prix de la vie conjugale est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Car une femme, à niveau de diplôme égal à celui d'un homme, s'investira moins dans sa carrière professionnelle dès lors qu'elle est en couple, notamment parce qu'elle se consacrera davantage de temps à sa famille et favorisera aussi éventuellement la carrière de son mari. Une vieille division dont on est progressivement sorti, mais une division des rôles qui correspondait aussi à une présence moins massive des femmes sur le marché du travail. Donc, en examinant l'intérêt qu'ont hommes et femmes au mariage, on voit en fait, à ce moment-là, la balance pencher pour l'homme. Celui-ci a, toutes choses égales par ailleurs, de meilleures chances de réussite professionnelle quand il est marié que quand il est célibataire. Un point intéressant, n'est-ce pas ? Et par ailleurs, sa perspective de carrière est statistiquement meilleure que celle de son épouse lorsqu'ils sont tous les deux salariés, à niveau de diplôme égal. Et de fait, on trouve plus d'hommes célibataires à l'époque, au bas de la hiérarchie des salariés et dans les métiers agricoles, alors que chez les femmes, le célibat, à l'époque, est plus souvent, statistiquement, ce n'est pas 100%, comme toujours, hein, le langage naturel, c'est une chose, la statistique en est une autre. Le langage naturel vous fabrique toujours des oppositions, alors qu'il faut beaucoup de doigté pour se relier à ce que dit la statistique. Mais de fait, chez les femmes, le célibat est plus souvent associé aux emplois de cadre. Et donc, tout simplement, quelle que soit l'évolution des mentalités à l'époque et les différences entre milieux sociaux, en matière de mentalité, l'épouse continuait d'assumer la majeure partie des tâches domestiques d'entretien du couple et d'éducation des enfants. Et vous avez vu tout à l'heure ce que ça veut dire pour l'investissement scolaire. Le livre, comme le titre l'indiquait, s'intéresse surtout à la situation des femmes mariées et principalement donc à celui des deux conjoints
la femme, dont la condition s'est le plus profondément transformée avec la croissance de la scolarisation, l'entrée massive sur le marché du travail et aussi les effets de maîtrise de la fécondité sur le comportement sexuel. Et donc, à ce titre, le livre discute toute une série de travaux sur ce qu'on appelle la domination masculine dans la vie matrimoniale et sur les facteurs socio-économiques de l'évolution vers autre chose qui est une plus grande égalité dans le couple. Et donc, cette approche micro-sociologique et macro, avec des données, mais aussi des raisonnements micro-sociologiques, c'est qu'est-ce que c'est que ce jeu entre l'homme et la femme, jeu au sens théorie des jeux. Le mariage est vu et évalué comme une sorte de relation d'échange entre deux individus qui ont à maximiser, sous certaines contraintes, le rendement de leurs capitaux respectifs. Capital social et capital économique hérité des deux côtés, faire un beau mariage, etc. etc. Le capital scolaire accumulé et diplômé pour chacun des conjoints. Donc, au bout du compte, on peut dire que l'union sera vue, et c'est ce qui apparaît à la fin du livre, à la fois comme une relation affective, heureusement, bon, mais aussi comme une coopération asymétrique dans l'organisation domestique et familiale, mais aussi comme une relation d'intérêt. Vous ne pouvez pas séparer les trois. Il faut les garder ensemble. Et plus vous injectez de l'éducation et des chances de professionnalisation au sein de la structure couple, plus vous voyez apparaître ces forces qui agissent et qui doivent se composer les unes avec les autres et progressivement déplacer des curseurs dans les équilibres qui se sont construits. Alors, la question est maintenant, que deviennent la vie des couples et la famille quand le niveau de diplôme des femmes dépasse celui des hommes, ce qui n'était pas le cas au moment où François de Singly a enquêté, même si la dynamique de la conquête des diplômes par les femmes était déjà amorcée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mariage et la famille seraient une affaire de plus en plus fâcheuse pour la femme diplômée, quand le niveau de diplôme des femmes dépasse celui des hommes? Ça, ce serait une sorte de prolongation linéaire du raisonnement qu'avait développé de Singly. Ou alors, est-ce que les femmes diplômées ont modifié l'équation du mariage, c'est la fameuse composition des facteurs, pour valoriser leur capital éducatif au sein du couple et au sein des équilibres du couple, et via la familiale, et donc la procréation aussi. Alors, je dispose d'une publication récente dont je vais vous détailler tout de suite des résultats, qui est titrée, qui va nous introduire à la réponse. Les femmes et les hommes très diplômés vivent plus souvent en couple que les peu diplômés. Voilà une information intéressante. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder de près la structure des couples et notamment ce qu'on appelle l'appariement éducatif. Est-ce que le diplôme agit sur la propension à ce qu'on appelle l'homogamie ou même à l'hypogamie? L'hypogamie éducative, ça veut dire que l'un des conjoints s'apparie avec moins diplômé que lui. Et l'hypergamie, c'est l'inverse. Le conjoint s'apparie avec quelqu'un qui est plus diplômé que lui. Vous renversez le truc et vous avez... bon, évidemment. Bon. Et si, de fait, l'hypogamie qui devrait arriver, puisque les femmes sont plus diplômées que les hommes, donc sur le marché matrimonial, il va y avoir du bazar. Les femmes vont avoir, les hommes vont avoir une probabilité peut-être plus élevée de devenir hypergames, c'est-à-dire de se marier avec quelqu'un qui est plus diplômé que soi, puisque c'est la distribution des situations. Si l'hypogamie se diffuse à travers l'avantage pris par les femmes dans la réussite éducative des diplômés et diplômés des femmes, comment se configurent les relations au sein du couple? Voilà un autre facteur. Est-ce que c'est juste une affaire de diplôme ou bien ça va modifier les équilibres internes? Donc, je vous dis ici tout de suite que je n'examinerai que les couples hétérosexuels qui sont l'objet de l'essentiel de la recherche sur la relation entre éducation, diplomation, structure familiale et pouvoir de transmission du capital éducatif aux enfants, mais il existe d'autres recherches dont je ne parlerai pas ici.
une partie des questions que j'ai brièvement énumérées à l'instant ont motivé dans la dernière décennie des travaux comme ceux que je vais vous citer à l'instant d'un sociologue danois très original et influent qui s'appelle Gösta Esping Andersen, qui a écrit notamment un grand livre qui a eu beaucoup d'échos, qui s'appelait The Three Worlds of Welfare Capitalism, qui a été traduit sous le titre Les trois mondes de l'État-providence, essai sur le capitalisme moderne. Dans un livre intitulé Families in the 21st Century, donc les familles au XXIe siècle, qui a été publié en 2016, assez récemment, Esping Andersen s'en prend à l'idée reçue selon laquelle la famille serait une espèce en voie de disparition. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition, mais pas celle-là. De plus en plus de citoyens optent, certes, pour le célibat ou pour des formes de partenariat moins contraignantes, comme la cohabitation ou autre chose. Les mariages semblent de plus en plus instables à première vue, les gens semblent réticents à avoir des enfants, les taux de fécondité sont historiquement bas dans une grande partie de l'Europe, ça c'est incontestable, mais en fait, le scénario d'une famille toujours moins nombreuse et moins stable, il peut peut-être correspondre à des hypothèses théoriques comme celle qu'a faite Gary Becker quand il a discuté, il a écrit un livre qui s'appelle Treatise of Family, le traité des familles, qui est un économiste, bon, c'est un boulot d'économiste, et il identifiait en quelque sorte des mécanismes qui allaient pousser vers cette tendance que je décris à l'instant, une famille moins nombreuse, moins stable, etc., et moins d'enfants. Parce qu'il disait il y a des gains à la spécialisation conjugale qui serait le principal avantage du partenariat, et donc l'évolution du rôle économique des femmes compromettrait cette spécialisation. En fait, à l'aide de données récentes, Esping Andersen montre que, c'est-à-dire des données au moment où il écrit, 2015 à peu près, et il y a eu des publications à côté qui montrent toute la matière empirique qu'il a creusée, il examine des tendances à long terme sur les dimensions clés de la vie familiale, et il montre que la situation, au fond, l'hypothèse à la Gary Becker, c'est-à-dire progressive émiettement ou fragmentation de la famille et matérialisme croissant au sein des sexes, cette hypothèse-là, elle paraissait tenir la route au milieu du XXe siècle, mais que les choses se sont renversées. Nous constations, écrit-il, une érosion significative de la formation des familles depuis le milieu du XXe siècle, dans la plupart des domaines, explosion du nombre de divorces. Je vous fais passer ici des données sur 65, 95 et 2005. Donc en 65, ça c'est le taux de divorce sur le dernier demi-siècle. Qu'est-ce qu'on appelle le crude divorce rate, c'est-à-dire le taux de divorce brut, c'est l'indicateur de tous les mariages qui se sont déroulés dans une année et qui ont fini dans cette année donnée. Et donc, dans des mariages qui étaient observés dans l'année donnée et qui ont fini en divorce. Et vous voyez que le taux est ici pour différents pays, la France est ici, et le taux de divorce a augmenté. Il est passé de 1,4 à 2,6, puis à 2,2 là en 2005-2010 pour le Danemark. Pour la France, on est à 0,6, puis 2 et 2,1. Donc le taux de divorce a augmenté. Pour les États-Unis, il a progressé aussi, même si à la fin de la période, ça a un peu changé. Mais, etc. Donc, on observe tout de même des évolutions assez frappantes, mais on observe aussi un changement de comportement qui figure ici en fonction du niveau d'éducation. Le niveau d'éducation agit sur la probabilité de divorce.
si on fait le rapport entre les femmes peu éduquées sur les femmes très éduquées, les femmes peu éduquées divorcent progressivement davantage dans la période. Donc, encore une fois, la probabilité de divorcer augmente, mais elle n'augmente pas de manière homogène. Elle augmente plus vite pour les femmes moins éduquées que pour les femmes éduquées. C'est ce qui apparaît ici pour le Danemark, pour la Suède et pour les États-Unis sur la période observée, 70 à 2010. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est modifié dans le comportement à l'égard du couple du fait notamment de ce facteur de qu'est-ce que c'est que conquérir un niveau d'éducation supérieur pour les femmes. C'est ça l'argument. Donc, ces données récentes qui figurent ici, notamment pour 2010, finissent par contredire la fameuse thèse du moins de famille sur à peu près tous les points. Nous découvrons que ce que les citoyens considèrent comme le nombre idéal d'enfants n'a pas du tout changé depuis les décennies d'après-guerre, et dans un nombre non négligeable de pays, et Gösta Esping-Andersen parle beaucoup de la Scandinavie, la famille est clairement en train de se rétablir. Et vous allez voir qu'il en est aussi ainsi pour la France. Nous constatons une augmentation des mariages, dit-il, des partenariats plus stables, et la fécondité qui a augmenté et qui est maintenant proche des préférences réelles, autour de 2 enfants, quelque chose comme ça, pour cette société-là. Et c'est surtout visible dans les 2 dernières décennies. Mais le fait le plus révélateur qui figure dans ces données du tableau à droite, c'est que le retour à plus de familles est mené par les mêmes couches sociales qui, à l'origine, étaient le fer de lance du scénario moins de familles. Tout à l'heure, c'était moins de familles parce que diplôme. Et maintenant, c'est plus de familles parce que diplôme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire les personnes avec un niveau d'éducation élevé. Autrement dit, ce sont désormais de plus en plus les couches sociales inférieures qui incarnent le scénario moins de famille. Et de manière corrélative, on observe aussi que le temps consacré par les parents à leurs enfants a augmenté de manière spectaculaire dans les couches les plus éduquées, y compris aussi pour les mères qui travaillent. Là, les données sont très, très, très convergentes sur ce point-là. Le temps donné aux enfants a augmenté, notamment en fonction de ces facteurs dont je viens de vous donner une indication. C'est tout simplement aussi parce que ce temps donné aux enfants, et notamment à la petite enfance, c'est le mécanisme d'enrichissement cognitif de l'enfant. Et c'est là que l'intensité d'effort est la plus grande, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il n'en va pas de même dans les couches moins éduquées, où il y a un modèle plus passif de socialisation éducative qui tend encore à prévaloir. Il y a eu des travaux d'une fameuse sociologue américaine qui s'appelait Alain Larot sur ce sujet-là, les contrastes entre les styles éducatifs des parents en fonction du milieu social. Si on continue un instant sur la question du divorce, c'est dans des données récentes de Esping-Andersen, il regarde quelle est la stabilité du mariage en fonction du niveau d'éducation. Est-ce que le niveau d'éducation est éducation simplement primaire, secondaire, tertiaire ? Il regarde, il suit des couples, c'est une enquête longitudinale, il suit des couples qui ont été mariés en 1980. Combien est-ce qu'ils ont tenu ou pas ? Il montre que les couples mariés, en fonction du niveau d'éducation, le taux de divorce augmente, les couples se défont progressivement plus vite, plus on descend dans le niveau d'éducation, plus le couple se fragmente et se sépare. La tendance est déjà visible pour ceux qui se sont mariés en 1980, mais elle s'est encore beaucoup plus massivement accélérée
pour les couples qui ont été mariés en 1995. Vous voyez que le taux de dissolution de l'union, il est beaucoup plus fort pour les couples qui ont un faible niveau éducatif par rapport à ceux qui ont un niveau éducatif élevé. Et ça, c'est évidemment une information essentielle. Le fossé du divorce s'est considérablement creusé. Il était de 10 points ici, à peu près, en fonction du niveau d'éducation, et maintenant il est passé ici à 30 points. C'est gigantesque. Ce sont des vrais changements. Comme on sait, je l'ai déjà dit, les femmes ayant un niveau d'éducation plus élevé, donc celles-là sont plus susceptibles évidemment de poursuivre une carrière professionnelle et d'accéder à l'indépendance économique. Mais comme le montrent de multiples recherches, l'emploi des épouses est en fait un stabilisateur matrimonial, notamment dans tous les pays nordiques, c'est le sujet principal de l'enquête de Esping-Andersen, et il n'a pas d'effet d'incitation au divorce non plus en France ou aux Pays-Bas. Donc, nous voilà avec un sujet. La tendance est claire, l'emploi des épouses n'affaiblit pas les mariages, sauf dans des pays qui étaient encore très traditionnels en matière de rapport de genre au sein du couple, comme l'Italie. Pourtant un pays extraordinaire, n'est-ce pas ? Et ça a été aussi mis en évidence pour les États-Unis. Dans le passé, l'indépendance économique des femmes augmentait le risque de divorce, mais ça a pratiquement disparu ces dernières années. Alors, les raisons généralement invoquées pour expliquer la plus grande stabilité conjugale des personnes instruites sont les suivantes. Premièrement, elles se marient plus tard, et donc elles sont plus mûres lorsqu'elles, entre guillemets, lorsqu'elles décident de s'engager. Deuxièmement, elles ont des compétences relationnelles supérieures. Et troisièmement, les hommes plus instruits sont plus susceptibles d'adopter des pratiques égalitaires entre les sexes à la maison. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gradient social de la fécondité connaît une inversion parallèle. C'est un point intéressant. Gösta et Esping-Andersen expliquent et montrent que pour les femmes suédoises nées entre les années 40 et 50, la probabilité d'avoir un deuxième enfant était de 20% plus élevée chez les femmes les moins éduquées. Mais pour celles nées dans les années 60, la situation se renverse. Ce sont désormais les plus éduqués qui bénéficient d'un avantage de 20%. Autrement dit, il y a une corrélation positive. Et au Danemark et en Norvège, dit-il, le changement est encore plus remarquable. Pour les cohortes des années 60, les femmes norvégiennes qui ont fait des études universitaires sont 50% plus susceptibles d'avoir au moins 2 enfants, 60% au Danemark, que celles qui n'ont fait que des études primaires. Voilà un sujet. Et vous allez voir que les données françaises correspondent exactement au même mécanisme et corroborent complètement ces données-là. Le retour à la famille, comme nous l'avons vu, est évidemment beaucoup plus important dans des pays comme dans les pays nordiques. La symétrie des rôles entre les hommes et les femmes est la plus avancée. Et dans ces pays, la femme au foyer a de facto disparu et la plupart des femmes investissent massivement dans ce qu'on appelle le capital humain, l'éducation, et se consacrent à une carrière tout au long de leur vie. Donc, la conclusion de l'affaire, si vous voulez, dans un vocabulaire un peu ancien, c'est de dire les femmes sont donc de plus en plus masculinisées, ce qui augmente évidemment le potentiel économique des couples et leur permet aussi d'externaliser un certain nombre de tâches ménagères qui les empêchent d'avancer dans leur carrière. Et pourtant, si la consommation, c'est-à-dire le bénéfice d'un niveau de vie supérieur et les loisirs, étaient les motivations premières des couples, on ne comprendrait pas très bien pourquoi ces couples préfèrent avoir des enfants et plus d'enfants que pas.
Voilà une bonne question. Et vous avez vu tout à l'heure dans les données ce que je montrais à propos de l'usage du temps chez les femmes américaines, qu'on avait des éléments qui allaient dans le sens que j'indique là. Autrement dit, cette masculinisation du comportement économique des femmes, dans ce vocabulaire un peu désuet, est l'une des facettes de la symétrie émergente entre les sexes. Cette symétrie se manifeste également, bien que lentement, et on va en avoir des preuves, dans la sphère domestique, les fameux housework. Et on peut dire aussi, pour renverser le raisonnement, qu'on assiste à une forme de féminisation des rôles masculins. Ça, c'est le vocabulaire des équilibres antérieurs qu'on applique à la transition. Si les principaux avantages du mariage découlaient de la spécialisation des couples, la transformation continue des rôles des hommes et des femmes impliquerait logiquement la disparition du mariage. Et c'est pourtant exactement l'inverse. On assiste à une convergence des genres qui est plus avancée là où on observe le plus de mariages. Et donc aussi une plus grande stabilité conjugale et un plus grand nombre de naissances, en particulier chez les personnes les plus éduquées. Voilà le raisonnement que présentait Esping-Andersen à partir de beaucoup de données, notamment sur les sociétés scandinaves, mais aussi sur d'autres, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en France. Revenons vers nous-mêmes. Je vais vous montrer des données tirées de publications récentes qui examinent la relation entre le niveau d'éducation et la formation des couples dans notre pays. Voici des résultats de l'exploitation des données du recensement sur lesquels se fonde celle qui est l'auteur de cet article, qui s'intitule « Les femmes et les hommes très diplômés vivent plus souvent en couple que les peu diplômés », qui date de 2023, donc je ne vous vends pas de la marchandise avariée. C'est paru dans l'INSEE Première, l'INSEE est une source évidemment extraordinaire dont je bénéficie et je vous fais profiter abondamment, comme vous le voyez, depuis le début du cours. Et vous avez donc ici le comportement de résidence en couple selon l'âge et le sexe de différentes générations de femmes. On a des données pour 1975, 1990, 99, 2009 et 2019. Et ici, vous avez l'âge. Et donc, vous voyez que vous avez l'information pour les femmes et ici l'information pour les hommes. Et vous voyez comment se comportent les femmes dans des générations différentes en fonction de leur âge. Quelle est la proportion de la mise en couple. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une baisse de la mise en couple de 1975 à 2019. Ça, c'est absolument indiscutable. Et pour les hommes, c'est vrai aussi, mais l'évolution en fonction de l'âge est un peu différente. Vous voyez que la relation entre la formation et la mise en couple et la vie en couple et l'âge obéit à des mécanismes différents qui sont le produit de beaucoup de facteurs, évidemment, pour les femmes, le veuvage, etc., mais il y a aussi éventuellement la séparation, enfin bon, il y a beaucoup de facteurs. Mais maintenant, on va passer à une donnée qui est plus intéressante parce qu'elle correspond à ce que je veux dire à propos des travaux de Esping-Andersen appliqués à la France. Voilà ce qui se passe pour la résidence en couple selon l'âge, le diplôme et le sexe en 2019. Donc, il faut le lire comme ça. En 2019, c'est ici, 71,8% des hommes âgés de 40 ans qui ont au plus le bac, donc qui sont ici, à peu près là, sont en couple. 71,8% sont en couple. Pardon ? Ah, pardon, pour les hommes, oui. Excusez-moi. Oui, vous voyez, ma vigilance baisse, mais pas la vôtre, c'est admirable. Bravo. Voilà, ce n'est pas un jeu radiophonique, mais vous auriez droit à un t-shirt comme on fait sur France Inter. C'est ici, oui, vous avez tout à fait raison. Ah, ça fait plaisir, vous suivez. Bon. Bon, et bien voilà, c'est une donnée vraiment très intéressante. Vous voyez que
la relation est positive entre le niveau de diplôme et la résidence en couple. Je ne qualifie pas le couple, quel qu'il soit, mariage, pax, etc., cohabitation, enfin bon, vie en couple. C'est donné du recensement. Quand on recense les gens, on leur dit alors vous vivez en couple chez vous, puisque le recensement se fait comme ça. Et vous voyez que c'est tout à fait frappant. Vous voyez aussi que les choses, et les femmes qui ont bac plus 5 ou plus, sont très au-dessus des autres, notamment à l'âge clé qui est fin des études, première séquence de vie professionnelle et aussi âge de la procréation. Donc ça, c'est une variable, il faudra s'en souvenir. Hein. Gardez ça en mémoire parce que je continuerai là-dessus la semaine prochaine pour finir mon long chapitre d'introduction au cours. Bon, c'est comme ça. Et pour les hommes, on a exactement la même chose avec des tendances différentes ensuite selon l'âge qui obéissent à nouveau à un certain nombre de facteurs qui peuvent contrarier le maintien ou la stabilité de la vie en couple ou l'observation des femmes dans le couple, est-ce qu'elles vivent ou non, résident ou non en couple après 50 ans. Vous voyez que les choses déclinent après 45 ans, alors que pour les hommes, elles sont assez stables pour les hommes, notamment pour les hommes les plus diplômés, mais elles progressent aussi pour les autres. Donc, hommes et femmes ne sont pas logés exactement la même ancienne dans le cours de la biographie, mais la tendance la plus intéressante en 2019, c'est ça que je veux remarquer. C'est dans cette période clé pour les femmes, on a cette situation-là. Et quand on regarde les choses en arrière, on voit qu'avant 2000, les femmes avaient au contraire d'autant plus souvent un conjoint en France qu'elles étaient peu diplômées. Voilà le mécanisme. On va le détailler ici encore différemment en comparant la situation en 1990 et en 2019. Et vous voyez pour les femmes, en fonction du niveau de diplôme, quelle est la proportion relative de vie en couple selon le niveau de diplôme à ces deux périodes, pour les femmes ici et pour les hommes ici. Cette fois-ci, je suis mon propre travail, donc c'est pas mal. Vous voyez que pour les femmes sans diplôme, en 90, la proportion est beaucoup plus élevée, enfin plus élevée, pas beaucoup plus, mais plus élevée que pour les femmes les plus diplômées. Et c'est l'inverse ici, regardez, ça s'est spectaculairement inversé. C'est exactement le raisonnement que fait Esping Andersen. Il est corroboré par ces données. Hein. La proportion de vie en couple en 2019, à l'âge de 30-39 ans, c'est ce fameux âge clé dont je vous ai parlé à l'instant, c'est celui-là, hein, c'est ça. Et il a une signification extrêmement importante pour ce que je dirai ensuite sur la vie de famille, etc. etc. Donc on a cette évolution-là qui est tout à fait manifeste. Elle est déclinée en fonction du niveau de diplôme et donc l'évolution, elle est vraie. Vous voyez, le mécanisme est symétrique, hein, regardez. Le niveau de diplôme, ici, le taux de vie en couple, il décroît en fonction du niveau de diplôme en 90 et il croît en fonction du niveau de diplôme en 2019. C'est vraiment une inversion. C'est rare d'avoir des phénomènes qui sont aussi nets dans la statistique sociale, dans la morphologie sociale, d'avoir des phénomènes aussi clairs. Et pour les hommes, on assiste au fond à un mécanisme qui est la diminution de la vie en couple, elle est claire, là aussi on la voit, mais regardez, les détails sont subtils quand même. Les femmes diplômées, très diplômées, sont plus nombreuses à vivre en couple en 2019 qu'en 90, alors que ça n'est pas vrai pour les hommes. Donc, le marché matrimonial est un peu déséquilibré aujourd'hui, comme je l'ai dit. Là. Bonjour à l'hypergamie masculine. Vous avez maintenant compris tout ce que ça veut dire. C'est une formule qui est intéressante. On ne peut pas la transporter dans tous les contextes. Si vous dites à quelqu'un « alors tu es hypergame », ça va peut-être les troubler. Mais vous pouvez, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Voilà des résultats qui sont, je trouve, tout à fait essentiels pour comprendre
notamment que désormais le célibat n'est plus l'option dominante des femmes à proportion de leur diplôme, alors qu'elle aurait pu, comme le disait François de Singly pour les femmes cadres, être une bonne option ou un peu plus une option, si on met les affects de côté, ce qui est assez difficile, mais enfin bon, c'était un peu plus une option autrefois sur le marché matrimonial, parce qu'elles avaient peut-être plus à perdre dans un autre équilibre. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner, dans un autre équilibre. Voilà. Je vais terminer, il est midi, et la semaine prochaine, je vous donnerai les conséquences sur la fécondité et sur la formation des familles et sur effectivement l'effort éducatif. Voilà. Et puis je terminerai cette partie enfin pour passer à la suite de mon programme. Je vous remercie beaucoup.